Au niveau de Bretagne Vivante, nous avons actuellement, et c'est le cas aujourd'hui, un réseau des réserves qui comporte 136 réserves et environ une centaine de conservateurs bénévoles. Il faut savoir que c'est la seule association en France qui fonctionne avec un tel niveau de réserve, avec des réglementations différentes, ça va des réserves naturelles d'État, des réserves régionales, et également des sites comme celui-là, en lien avec les collectivités, le Conservatoire du littoral ou d'autres structures. Donc c'est la seule structure en France qui fonctionne avec un tel niveau de réserve et avec autant de conservateurs exclusivement bénévoles. Je mets un petit peu de côté les réserves naturelles d'État, où là effectivement on a des salariés, et qui jouent aussi vraiment un rôle très très important dans la gestion et la protection des habitats. Donc il y a à peu près 3800 adhérents, on fonctionne sous forme d'antenne, il y a 18 antennes au niveau régional. Et Bretagne Vivante intervient, comme je dis tout de suite, sur les grosses problématiques liées à l'environnement. On est présent dans environ une centaine de commissions en Bretagne, en lien avec la région, les départements, la DREAL, enfin tout un ensemble de collectivités. On est rentré depuis peu de temps à la SAFER, au niveau, dans le monde agricole. Tout simplement pour préciser que Bretagne Vivante, au-delà de sa particularité, on n'est pas une association extrémiste contre tout. Simplement, le train avance, on le prend en route et on discute en fait avec l'ensemble des partenaires. C'est le cas avec l'UNICEM. Devant les carrières, ça représente un enjeu en Bretagne, ça représente des enjeux aussi en termes de protection de la nature. Et donc on aurait pu dire bagnole, pas question, non, on préfère discuter, avancer ensemble, trouver des solutions, discuter, échanger. Ça c'est aussi notre philosophie. Donc voilà, de façon très très simple, je vous l'ai dit, il y a une centaine de commissions. Actuellement par exemple, on travaille beaucoup sur l'éolien, parce que c'est une grosse problématique en Bretagne. Et oui, pour revenir à l'UNICEM, évidemment on continue à travailler pour créer des liens avec les entreprises, afin qu'on soit présent aussi dans ce débat, quelque part économique, parce que c'est important. Donc voilà. En quelques mots, Bretagne Vivante. Oui, c'est quand même aussi 60 salariés, à quelque chose près, plus tous les salariés en forme de stage, habitants. Donc c'est devenu une grosse structure. En fait, c'est une entreprise de protection de la nature. Alors, voilà en quelques mots. Sinon, l'histoire de la tourbière, ça remonte à déjà, on va dire, à quelques années. Il faut savoir que sur le site, vous aviez comme partout en Bretagne, en fait, sur les différents espaces, vous aviez ce qu'on appelle des pratiques traditionnelles agricoles qui permettaient aux gens, aux structures, enfin aux entreprises, aux fermes présentes, d'utiliser tous les habitats et d'utiliser notamment dans une stratégie de fauche et de pâturage. Ça, jusqu'à la fin des années, on va dire 70. À partir de là, on a connu toutes ces lois d'orientation au niveau agricole, qui a fait que beaucoup d'espaces ont été délaissés au profit d'autres, qui étaient plus pertinents par rapport aux techniques qui évoluaient, et aussi aux stratégies politiques. Donc tous les espaces ont été laissés un peu à l'abandon, entre guillemets. Début des années 80, par rapport à quelques menaces qu'il y avait au niveau du canton de Malétroche, on l'appelait ça encore le canton, à savoir qu'il y avait un projet de plan d'eau et un projet d'hippodrome. Les gens de Bretagne Vivante qui étaient sur place ont fait un travail de sensibilisation et de sensibilisation auprès du public, enfin de la population et des élus, en disant, voilà, et en mettant en avant la pertinence en fait, du site en termes d'espace et d'espèces. Donc il y a eu tout un travail de sensibilisation, comme je vous l'ai dit, et ça aboutit en 1982 à une convention tripartite entre la municipalité, puisque la municipalité est propriétaire des 23 hectares, le site fait 23 hectares, puis à peu près une dizaine qui sont aussi pertinents mais qui appartiennent à des propriétaires privés et sur lesquels actuellement, hormis des suivis inventaires, on n'a pas de maîtrise foncière. Donc ça aboutit à une convention tripartite entre la mairie, le groupement forestier local, qui à l'époque était aussi partie prenante, notamment dans la gestion des espaces forestiers, et Bretagne Vivante. Bretagne Vivante récupérant, je dirais, à la fois la gestion du site, les inventaires et le développement pédagogique. Ça c'est en 82. Jusqu'aux années 90, enfin on va dire 94, il y a eu un travail de suivi d'inventaire. Et en 94, donc on a fait un bilan de santé et on s'est dit le site est menacé pour différentes raisons. Et donc on s'est dit on va mettre en place une démarche qu'on appelait un plan de gestion. Je veux dire les débuts des années 90 au niveau national, c'était un peu l'éclosion de ce qu'on appelle des plans de gestion. Les plans de gestion, c'est ni plus ni moins qu'un document dans lequel sont d'une part on fait un bilan de santé. Et ce document va figer en fait les orientations qu'on veut mettre en place par rapport à des objectifs qu'on se donne. Donc mise en place d'un plan de gestion. Alors après tout, on aurait pu dire, ben non, on laisse comme ça. On laisse comme ça parce que c'est l'histoire de l'homme, tout simplement. Mais comme Bretagne Vivante, quand même,
intervient et sensibilise, je dirais, à cette notion d'espace-d'espèce, parce que c'est une relation extrêmement importante. Vous aurez vous protéger une espèce, si vous ne protégez pas les habitats dans lesquels elle vit, où elle évolue, elle va disparaître. Donc ça, c'est important de protéger cet espace-là, tout simplement parce que les tourbières, les landes tourbeuses sont des milieux très spécifiques pour différentes raisons. La première, ce sont des reliquats, je vais très, très large, d'une époque glaciaire, où on trouvait effectivement des espèces qu'on trouve habituellement dans le nord de l'Europe. Il faut savoir que ces habitats se forment dans des endroits où il y a souvent un microclimat, des microclimats relativement froids. Si vous prenez des températures à Serran et à Malétroit et à la Tourbière, vous avez des amplitudes thermiques qui sont énormes, qui sont liées à différents paramètres. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc on y trouve une faune et une flore très adaptées et très particulières. Il faut savoir que le site, parce que dans les années 60-70, avec le remembrement, enfin je dirais avec notre histoire, on a supprimé tout un ensemble de petites landes tourbeuses et tourbières qu'il y avait un peu partout au niveau régional. Et celui-là, de par sa superficie et les espèces qui sont associées, c'est le dernier de tout l'Est morbihan. D'où l'importance, je dirais, de la mobilisation qu'il y a eu dans les années 80 et de la pertinence de mettre en place ce plan de gestion. Alors aussi, pourquoi protéger ce site-là, au-delà de la particularité des espèces et du fait que ce soit le dernier du Morbihan. Il faut savoir que les tourbières sont ce qu'on appelle des milieux réducteurs, c'est-à-dire que, de par les conditions écologiques, c'est des milieux très acides, très humides, il y a peu ou pas de décomposition. La différence entre une lande tourbeuse, une tourbière et un marais au sens large, sans rentrer dans le détail parce qu'il y a différents niveaux, c'est que dans des milieux comme ça, il y a peu ou pas de décomposition, donc la végétation va s'accumuler et former ce qu'on appelle la tourbe, qui est cette roche végétale. Un marais au sens large, parce que c'est très compliqué, il y a décomposition des végétaux. Du fait que ce soit un milieu très acide, très pauvre, donc ce qu'on appelle les milieux réducteurs, les éléments qui sont emprisonnés dans la tourbe sont peu ou pas décomposés parce qu'il y a absence des micro-organismes. Donc lorsqu'on fait, et on l'a fait il y a une vingtaine d'années, je dirais une carotte de la tourbe jusqu'à la roche, jusqu'à l'argile, on a pu remonter l'histoire humaine, enfin on a pu remettre en avant l'histoire humaine et végétale de la région. Donc on remonte à 5000 ans, avec l'arrivée du châtaignier avec les Romains, etc., le défrichement au Moyen-Âge avec l'arrivée des céréales, enfin toute une histoire. Donc en fait c'est un livre d'histoire important. Autant il faut protéger ce patrimoine humain, qui sont le patrimoine architectural, autant les tourbières et les landes tourbeuses sont des livres d'histoire qui emmagasinent le passé, le présent et l'avenir. Et dans 200, 300 ans, si le site existe encore, et s'il y a des gens qui font des prélèvements, ils pourront retracer une partie de l'histoire présente, et notamment on pense au réchauffement climatique. Ce sera facile d'analyser avec la présence de certains gaz, enfin de certains pollens, de retracer cette histoire-là. Donc ça c'est un livre d'histoire extrêmement important. Autre point, c'est que c'est aussi, toutes les zones humides au sens large sont des éponges qui emprisonnent l'eau durant l'hiver et la restituent durant l'été. Donc en fait ça joue un rôle extrêmement important, je dirais, dans le cheminement de l'eau au sens large, dans cette toile d'araignée de l'eau. Ce site-là alimentant donc une rivière qui se trouve en bas, qui s'appelle la Clé, donc rôle important. Au même titre que tous les autres humides, quand on connaît ce qui s'est passé dans les autres sens, c'est un rôle important. Autre point, c'est le dernier, c'est que depuis un certain nombre d'années, il y a quand même une prise en compte, je dirais, de l'environnement et de la gestion des espaces, tant au niveau des filières scolaires, du collège jusqu'au fac, plus les entreprises maintenant, voilà. Donc on veut aussi que ces sites, comme beaucoup de sites à Bretagne-Vivante, soient aussi des laboratoires de suivi, de connaissances, mais aussi des portes d'entrée pour créer des liens. Je crois que vous êtes là aujourd'hui, tout le monde n'a pas forcément une histoire naturaliste, mais cette histoire naturaliste, on peut y aller, chacun a son histoire à la nature, on n'a pas besoin d'être un scientifique de haut vol, mais chacun a son approche, et des espaces comme ça fait partie justement de notre environnement, et de ce besoin de connaître, etc. Donc ça c'est le point aussi important. Donc le plan de gestion qu'on a mis en place, ce document qui définit les orientations, aujourd'hui vous êtes entre guillemets les deux pieds et les deux mains dedans, on l'a fait dans les années 94, et donc il a défini 3 points essentiels, qui est d'une part la restauration des habitats, parce que tout simplement suite à la perdition des pratiques agricoles, le milieu a évolué naturellement. Comme tout habitat, vous laissez votre pelouse, vous revenez 100 ans après, c'est un milieu forestier. Mais là c'est pareil. Comme c'est un petit site, il est dépendant de certains, je dirais, paramètres qui sont liés à l'évolution de la végétation, qui plus est avec le pain maritime qui est arrivé chez nous dans les années 1850, qui est fortement développé en Bretagne pour des raisons économiques. Et donc ce site-là est d'autant plus fragilisé. Vous serez revenu il y a une vingtaine d'années, c'était comme le côté de la route, quoi. Donc on a entrepris un travail de restauration qui vise d'une part à restaurer les habitats que vous voyez. C'est la notion de gestion, c'est-à-dire qu'on va
entre guillemets, j'aime pas forcément ce terme-là, mais c'est on va gérer, entretenir entre guillemets, pour maintenir les espèces caractéristiques de cet habitat. Et le troisième point, alors il y en a un, effectivement, c'est favoriser les groupements d'espèces et les espèces caractéristiques de ces milieux-là, mais qui sont liés à la restauration et à la gestion. Et le dernier point, c'est le développement, comme je dis tout de suite, le développement, je dirais, pédagogique du site. Parce qu'on est contre, même s'il y a des endroits, effectivement, on est obligé de fermer, parce que je pense au Glénan ou à Séné, parce que voilà, il y a des espèces très fragiles, on ne peut pas aller comme ça sur les sites. On souhaite, en lien avec la municipalité, que ce site soit ouvert, que tout le monde puisse se promener. C'est pour ça qu'on a en parallèle développé tout un travail léger de pédagogique, qui sont des sentiers, des panneaux, un sentier sonore, qui est en français et en anglais maintenant, et puis tout un arsenal entre guillemets de montage PowerPoint, d'exposition, de montage photo, voilà, qui sont à disposition des écoles ou que je vais passer de temps en temps dans les facs ou dans les lycées. Donc voilà très rapidement ce qui est fait. Donc aujourd'hui ce qu'on a fait s'inscrit je dirais, dans la restauration des habitats à deux niveaux, qui est d'une part de décaper certaines zones tout simplement parce qu'il se trouve qu'il y a des espèces emblématiques et des espèces qui sont très particulières à ces milieux-là. Elles ne se développent que sur des zones où la tourbe est mise à nu. Dès que la végétation évolue, elles disparaissent. Autrefois, comme je disais, il y avait des tourbières, des tourbeaux partout, il y avait du pâturage, il y avait des animaux sauvages qui faisaient qu'elles se maintenaient. Maintenant, comme c'est le dernier site, comme les lieux se ferment, on fait des petits carrés trépés. Si un jour on arrive à faire, en lien avec des agriculteurs, du pâturage, le piétinement permettra à ces espèces de se maintenir. Donc ce carré décapé va permettre à ces espèces-là de repartir. Comme je disais, c'est un milieu réducteur. Donc les graines qui sont dedans, elles vont avoir l'opportunité de regermer, de repousser. Ce sont des graines qui ont souvent 40, 50 voire 100 ans d'âge et qui repartent. Et l'autre point sur lequel vous êtes intervenu, à savoir en lien avec Laurent, c'est donc on arrache donc les ligneux qui évoluent, parce que c'est évolué, que je vous disais, ça évolue vers le sable forestier, donc on les arrache, on les enlève, et après on mettra en place des actions de fauche, de pâturage, etc. pour maintenir le milieu ouvert. Voilà très rapidement à la louche, donc les deux actions sur lesquelles vous êtes intervenu, et qui s'inscrit bien entendu dans une démarche sur le long terme. Après l'histoire, on verra, on sera peut-être plus là, mais dans 50 ou 100 ans. Mais voilà, à l'instant T, on fait ces actions afin de maintenir cette diversité. Et juste pour terminer, il faut savoir que sur une zone, juste la centrale, là, sur la limite 1 hectare, 2 hectares, on arrive actuellement à 1200 espèces, toutes espèces confondues. Des oiseaux, comme le rouge-gorge qu'on entend, ou effectivement les batraciens, les plantes, etc. Donc 1200 espèces, beaucoup d'invertébrés. Mais ça montre quand même que ces zones-là sont des réservoirs de biodiversité extrêmement importantes, et qui font partie de ce patrimoine, on incite beaucoup à Bretagne vivante. Patrimoine humain, archipel, c'est très bien, mais là on est dans un patrimoine vivant. Et je crois que la notion du vivant, ça doit être prise en compte actuellement dans les politiques de protection, tout en trouvant un équilibre avec nos activités, parce qu'on n'est pas des extrémistes. Voilà en deux mots. Donc l'UNICEM Bretagne rassemble les entreprises qui, en Bretagne, exploitent des carrières et fabriquent des matériaux destinés principalement à la construction, le bâtiment, les travaux publics et à certaines industries. Enfin, autrement dit, nos entreprises fournissent les produits de carrière et matériaux pour l'aménagement finalement de notre belle région. Alors moi je vais juste focaliser sur la biodiversité puisque c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Un certain nombre d'études qui ont été réalisées il y a 10-15 ans ont révélé que les carrières étaient alors il faut être prudent, modeste, certains diront des refuges de biodiversité, d'autres diront des spots de biodiversité, enfin en tout cas ce sont des lieux, les exploitations, les carrières en activité, des lieux où il y a une vie et une biodiversité. Donc les études scientifiques l'ont avéré. Et donc après, on s'est rapproché de Bretagne vivante. Effectivement, Bernard, on était aussi nous dans une posture, il faut dire les choses en disant on ne contacte pas les associations environnementales car elles sont contre nous, contre tout. Eh bien non, on a fait le pari de rencontrer Bretagne vivante parce que nous avions le sentiment que c'était une association dont le cœur de métier c'était la biodiversité et qui pouvait nous apprendre quelque chose. C'est ce que nous avons fait et à l'époque nous avons approché les instances dirigeantes de Bretagne vivante pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Vous avez la compétence biodiversité, nous on ne l'a pas, mais on a de la biodiversité dans nos carrières, des fois on ne le sait pas.
mais nous on est des carriers, nous sommes un peu les livres de l'histoire géologique, il y a les livres de l'histoire environnementale, nous sommes les livres de l'histoire géologique, et donc on s'est rapproché de Bretagne Vivante, et je me tourne vers Bruno Ferré, avec lequel nous avons construit à l'époque, enfin quand je dis à l'époque Bruno, ça remonte à une petite dizaine d'années, ouais c'est ça, ouais, c'est ça, nous avons construit des formations pour la biodiversité, c'est-à-dire que nous avons demandé à Bretagne Vivante de nous proposer des formations à la biodiversité pour les dirigeants des entreprises exploitantes de carrière, dans un premier temps. C'est quoi la biodiversité? C'est quoi la biodiversité en Bretagne? C'est quoi la biodiversité en carrière? Donc c'était destiné aux dirigeants, tu te rappelles Bruno, avec un temps en salle et puis un temps sur le terrain, en carrière, pour montrer ce que c'était la biodiversité. Puis dans un deuxième temps, nous avons dit il faut aussi aller vers le personnel des carrières. Les dirigeants c'est bien, ça donne une impulsion, mais il faut aussi aller vers les gens qui au quotidien travaillent dans les carrières. Et nous avons confié à nouveau à Bretagne Vivante le soin, sur la base du volontariat, il n'y avait aucune obligation, d'aller dans des carrières qui, sur le plan, qui avaient la volonté de permettre à leur personnel de découvrir aussi la biodiversité, tout simplement. Et donc Bruno s'était rendu sur une dizaine de sites en Bretagne, qu'il avait repérés auparavant, il avait repéré des habitats. Tu as parlé de l'importance des habitats, il avait repéré des habitats et ensuite sur le terrain il montrait au personnel des carrières, de la personne qui était, comme on dit chez nous, à la bascule, d'accueillir les clients, jusqu'au chef de carrière, de montrer ce que c'était la biodiversité et de voir quelles mesures il pouvait prendre, des mesures techniques, des mesures pertinentes, pragmatiques, pour préserver au maximum la biodiversité. Ça c'est le travail que nous avons fait avec Bretagne Vivante. Un autre travail que nous avons entrepris avec eux, puisque, je ne sais pas si on peut dire grâce aux carrières, mais en tous les cas, pour un certain nombre d'espèces c'est le cas, nous avons travaillé plus précisément sur certaines espèces. Le grand corbeau en est une, puisque le grand corbeau était menacé de disparition. Je fais confiance à Thierry Kellenec, qui est le traceur du grand corbeau, on va dire l'expert du grand corbeau, qui est venu nous voir un jour en disant écoutez, le grand corbeau est une espèce en voie de disparition en Bretagne, parce qu'il quitte les falaises du littoral, parce qu'il est dérangé. Et donc le seul habitat de substitution possible pour le grand corbeau, qui ne niche pas dans les arbres mais dans des endroits rocheux, ce sont les carrières. Est-ce qu'on peut cheminer ensemble? Est-ce que le grand corbeau peut cohabiter avec le carrier? C'est ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, c'est Thierry Kellenec qui le dit, l'espèce grand corbeau est, comment on va dire, sauvée, est en meilleure forme. On va dire qu'il est stable, qu'il est quand même une soixantaine, il y avait une trentaine de couples il y a 10 ans, il y en a une soixantaine maintenant, dernier pointage statistique. Grâce aux carrières. Ouais, les carrières contribuent à ça et c'est bien. Les carrières accueillent aussi le faucon pèlerin, accueillent aussi ce qui était cher, l'hirondelle de rivage, la petite Riparia riparia. C'est trop fort. Et puis, faut arrêter de les former, nous avons accueilli également le triton, les tritons en carrière. Et d'ailleurs nous venons de produire avec un certain nombre de professionnels qui sont ici une plaquette pédagogique sur le triton en carrière. Voilà. Je terminerai en disant deux choses. Nous avons créé à l'UNICEM Bretagne un groupe de travail carrière et biodiversité. Alors on l'avait créé il y a 7-8 ans, il s'est mis en sommeil un petit peu parce qu'il y avait d'autres préoccupations économiques, je ne vous fais pas de dessin dans la crise économique que nous avons traversée. Et depuis 2 ans, ce groupe de travail revit et il est piloté par Frédéric Abbas qui est ici présent, qui donc anime ce groupe de travail avec un certain nombre de professionnels qui sont ici aujourd'hui présents et on bosse ensemble pour qu'est-ce qu'on peut faire pour la biodiversité en carrière, enfin connaître un petit peu l'actualité, se tenir au courant et de voir ce qu'on peut faire. Et dans ce cadre-là, je parle sous le contrôle de Frédéric, nous sommes en train, Bernard, d'esquisser un plan d'action régional pour la biodiversité qu'on voudrait inscrire dans le cadre de la Brescop, dont vous avez tous entendu parler, de construire la Bretagne, une Bretagne durable, économe, à l'horizon 2040-2050. Nous avons pris, UNICEM Bretagne, des engagements volontaires sur un certain nombre de thématiques, dont la préservation de la biodiversité. Bon, c'est pas le tout de prendre des engagements, après il faut être dans l'action. Donc on est en train d'esquisser un plan d'action, et je crois pouvoir dire que nous allons à nouveau vous solliciter pour réaliser avec vous un certain nombre d'actions. Voilà, moi j'en ai terminé. Je passe la parole à bien sûr. Je vais faire très rapide. Pour compléter les propos de Christian, donc là aujourd'hui effectivement au sein de l'UNICEM, on a créé une association qui s'appelle UNICEM Entreprises Engagées. C'est vraiment en fait
un mode de fonctionnement interne à l'UNICEM. Pourquoi? Donc l'association a été créée en 2004 pour accompagner en fait les professionnels dans leur démarche de progrès environnemental. Tu le soulignais tout à l'heure, Bernard, on n'est pas tous de formation naturaliste ou de formation environnementale, néanmoins on peut s'intéresser à ces sujets. Et effectivement, la pression réglementaire a aussi agi dans ce sens-là. Les professionnels avaient besoin d'être accompagnés, d'être sensibilisés sur la thématique environnementale, parce que dans une carrière, entre autres, on interagit au quotidien avec l'environnement. Effectivement, la biodiversité, mais aussi avec le milieu géologique, avec l'eau, on a des impacts. Donc ces outils, en fait, l'association a pour objectif de mettre à disposition des professionnels qui le souhaitent des outils pour les aider effectivement à progresser sur ces domaines, avec en fait des organismes extérieurs qui viennent effectivement les conseiller et des organismes extérieurs aussi qui viennent les contrôler pour leur dire en fait comment ils se situent. On a ouvert nos démarches en 2017 à une démarche plus large qui s'appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. On y retrouve bien sûr un volet environnement qui reste fort, mais on traite aussi d'autres sujets qui intéressent effectivement la société, toujours dans l'objectif d'accompagner les entreprises. Donc là, cette journée, effectivement, c'est l'UNICEM Entreprises Engagées qui a proposé à ses adhérents de se retrouver, puisque ce n'est pas une première aujourd'hui, c'est notre 3e chantier nature en partenariat avec Bretagne Vivante. On en avait réalisé un dans la région de Rennes, on a réalisé un sur la réserve de Cragou-Vergame, et puis aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on est avec vous. En fait, ce moment où on sort de nos entreprises nous permet aussi de faire du lien dans la façon dont se gérer les milieux naturels. Et on n'arrive pas à tout reproduire, bien sûr, sur nos sites, mais il y a aussi après derrière des exploitants qui vous ont contacté directement pour mettre en place avec vous des suivis. Donc c'est effectivement ce phénomène de boule de neige où effectivement plus on en parle, plus on sensibilise. Effectivement après les adhérents d'UNICEM Entreprises Engagées et de l'UNICEM parlent effectivement de ces interactions et de ce qu'on peut faire au quotidien pour effectivement contribuer donc petit pas par petit pas à la restauration de ces milieux naturels. Merci. Bruno, pour ceux qui ne le connaissent pas, notamment de Bretagne Vivante, qui est notre salarié, il va se présenter. Oui, moi je vais faire court aussi parce que beaucoup de choses ont été dites. Donc moi je suis Bruno Ferré, je suis salarié de l'association depuis longtemps et je suis référent carrière depuis 2010 justement, l'année où l'UNICEM nous a contactés pour mettre en place des formations sur la biodiversité des carrières. Et depuis ce partenariat a continué. Voilà, s'est développé notamment sur des formations auxquelles certains, alors je ne sais pas comment on appelle ça chez vous, certains groupes, parce que l'UNICEM c'est un regroupement, mais après il y a différentes entreprises qui ont pu faire ma connaissance, et comme ça s'est pas mal passé, c'est aussi une question d'hommes, de femmes, de relations, sont aperçus qu'on pouvait avoir un discours sur l'environnement qui n'était peut-être pas si radical que ça. Après on a aussi notre âme et on sait ce qu'on veut défendre, mais il y a moyen de s'entendre. Et donc j'ai été sollicité très régulièrement par certains d'entre vous, soit pour de nouvelles formations sur des sites, sur la biodiversité, sur les espèces invasives en carrière. On nous a proposé aussi la gestion, notamment avec Anthony, d'un site dans le cadre de mesures compensatoires sur une petite prairie humide vers Bellegoat là-bas. Donc on travaille aussi sur ce site pour essayer de faire en sorte que notamment une espèce protégée qui est l'alite accoucheur, qui est un petit crapaud, puisse se maintenir sur site. On a travaillé sur certains documents, tu en parlais. Voilà, et donc ce partenariat il est ouvert, et puis quand il y a besoin de renseignements ou d'intervention de notre part, on est sollicité, et c'est plutôt des bonnes relations qui sont, comment dire, fructueuses. Voilà, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. La preuve en est aujourd'hui sur ce chantier. Il y en aura peut-être d'autres dans les années. Présente donc Madame Florence Prunet, donc conseillère départementale, et Monsieur Alain Marchal, maire de Serran. Il nous faut excuser le sénateur Joël Labbé, le président de la communauté de communes de Loust à Brocéliande, communauté, donc Jean-Luc Bléaire. Et on vient d'avoir un coup de fil, Paul Molac, conseiller régional et député, est en route et devrait nous rejoindre dans 10 minutes. Voilà. J'espère qu'on aura fini. Il y a aussi, en tant qu'élu, Rémi Brûlé, qui est le premier adjoint à la commune de Serran. Tant qu'à faire, si on cite les élus, autant citer tous les élus. Moi, je voudrais simplement dire que j'ai écouté un petit peu le discours de Bernard,
et je me remémorais un petit peu ce qui s'est passé. Mais on n'a pas évité la route pour autant, même si on protège la nature. C'est vrai que dans les années 80, comme quoi il y a une continuité quand même dans les communes, c'est que c'est une municipalité précédente et qui n'était pas forcément sensibilisée à la nature, qui a quand même, disons, acquis le site et qui l'a mis, qui a passé les accords avec, disons, et même si le maire qui m'a précédé, on ne partageait pas toujours les mêmes idées, au moins là-dessus, il y avait un accord et je crois qu'il avait donné les moyens pour que ça puisse se faire. Je crois qu'on peut quand même s'en féliciter. Ça, mis à part, c'est vrai que le rôle d'une commune dans ce genre de choses, c'est de protéger la nature, c'est vrai, mais c'est aussi que ça soit ouvert à tout le public. Et c'est un petit peu ça qu'on a essayé de mettre en place. On a eu des accords avec l'académie. Il y a de nombreux scolaires qui sont venus sur ce site. Je voudrais aussi rappeler que la commune fait 6000 hectares. Il y a ce site qui en fait 22, plus une dizaine qui ne sont pas propriété foncière. Rappelez, puisque vous parlez des carrières, que Serran, tout le massif là, c'est les carrières d'ardoise. Il y a encore des grands trous. Et il y a encore une trentaine d'années, ça servait de décharge avant de faire le tri sélectif. On faisait l'empilage. Donc, on souhaite toujours, et nous, notre rôle en fait, c'est de, parce que tout le monde n'est pas spécialisé comme vous, c'est de dire, c'est vrai qu'il faut protéger la nature, c'est vrai qu'il faut donner les moyens, et c'est de donner les moyens à des gens qui connaissent un peu les choses, qui connaissent la biodiversité, qui agissent pour ça, et on sert un petit peu l'intermédiaire entre. Alors je rappelle quand même aussi que c'est labellisé par le conseil départemental, c'est de Tourbière. Malgré tout, c'est ce qui permet quand même d'avoir quelques revenus, même s'il y a quelques fâcheries, ça passe par la commune et on peut quand même reverser, c'est quand même intéressant. Donc voilà, il y a des choses qui avancent, j'espère que ça va continuer. Nous, le souhait, c'est qu'on puisse acquérir les 10 hectares qui manquent, c'est que les carrières, puisque je vois les carriers, on puisse voir s'il y a moyen de les mettre en valeur aussi, parce que je trouve que c'est un site remarquable qui a servi, et on parlait tout à l'heure du pin qui, colonise tout. Je regardais les photos, puisqu'il y a eu des résistants suite à la bataille qui a eu lieu à Saint-Marcel. On voit les photos de l'époque, et il n'y a pas beaucoup de pin maritime. Depuis, ça a poussé, et on ne voit plus les tas de drailles qui existaient à l'époque, qui existent toujours, mais qui sont dessus, comme quoi ça pousse surtout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Malgré tout, je voudrais aussi quand même, parce que pour nous c'est important, la venue des bénévoles et les personnes qui s'engagent et qui travaillent sur ce site, c'est quand même, je trouve, même si aujourd'hui c'est dans l'air du temps, mais quand même c'est intéressant que de nombreuses personnes s'investissent pour ce genre de travail. C'est vrai qu'on est tous un peu bénévoles dans ce qu'on fait, hein, même quand on est élu et qu'on est indemnisé chichement pour d'autres et pas du tout pour certains. Mais au moins je crois que tout le monde travaille à peu près dans le même sens et je peux que me féliciter. C'est pour ça qu'on s'est dit, tout compte fait, si on vient, on va payer une bolée. Hein, ça se fait. C'est ce qu'on fait en général en Bretagne. Et je ne vais pas parler trop longtemps, juste pour laisser arriver Paul Molac. Et voilà. Je voudrais simplement conclure en espérant, parce qu'on est en cours de négociation pour l'achat des parcelles. Je ne sais pas si ça va se faire. Ça fait des années qu'on essaye. Mais bon, les gens sont comme ça, ils tiennent à leurs parcelles, je le comprends. Hein. Sauf qu'on voudrait bien que ce site soit un peu plus intéressant et que les visiteurs viennent quand même sur ce site, malgré tout, découvrir dans les sentiers qui existent. Voilà. Merci à tous en attendant de ce qui est fait aujourd'hui sur ce site. Merci de votre présence et de l'action que vous menez sur ce site. À tous. Et donc je passe la parole à Florence, conseillère départementale. Oui. C'est le département qui nous envoie un peu de sous. Oui, c'est vrai. Il y a une convention qui est signée avec les départements et puis Bretagne Vivant. C'est ça. Par rapport c'est un peu compliqué. Mais même si c'est compliqué parfois, même si moi j'aimerais bien que ce soit un peu plus dynamique aussi par moment. Mais bon, voilà, la convention elle est là. Bon, moi, je vais aussi vous féliciter pour tout le travail qui est accompli ici. Moi j'avais pu découvrir le site lors d'un chantier il y a 3 ou 4 ans, je crois. J'avais assisté à un chantier là, de débardage, donc j'avais appris à bien connaître ce qui était fait ici. C'est avec l'association Fer à Cheval qui était là aussi. Voilà, c'était Bernard qui disait tout à l'heure que les politiques allaient devoir prendre en compte
le patrimoine vivant est bien entendu. Alors ça, c'est plein de bon sens et c'est fait de plus en plus, je trouve, même si ça va peut-être pas assez vite pour tout le monde, mais en tout cas, les choses vont dans ce sens-là, je trouve, de plus en plus. Voilà, après, j'ai écouté avec attention le partenariat, enfin je ne sais pas si on peut parler de partenariat, mais en tout cas le fait que l'UNICEM sollicite le Bretagne Vivante pour ce type de chantier. Je trouve ça vraiment intéressant aussi voilà, de ne pas opposer, en permanence les uns et les autres, mais de savoir qu'on peut aussi travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. C'est quand même quelque chose De continuer de vivre ensemble. d'assez important pour continuer à vivre ensemble. Et puis là, l'objectif, c'est de préserver la biodiversité et je crois que c'est essentiel si on veut continuer justement à vivre ensemble sur cette planète. Donc, félicitations vraiment à tous les bénévoles, à tous ceux qui sont là, à la commune de Serran aussi.